On vous en parlait hier dans ce journal, des attaques djihadistes qui ont fait plus de 70 morts à Bamako, attentats revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La montée du radicalisme gagne également le nord du Bénin. La zone a connu plus d'une vingtaine d'attaques depuis 2021, notamment dans la région frontalière du Burkina Faso et du Niger. Des attaques attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. Et quelle stratégie adopter contre ces mouvements djihadistes? Répression ou alors médiation? Le Timbuktu Institute a travaillé sur cette question. Le centre de réflexion publie un rapport intitulé Au-delà de la criminalité, rapport rédigé après une enquête d'un an dans 3 régions du Bénin. Bakary Samb, bonsoir. Vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute. Vous êtes également enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Alors, le titre de ce rapport est très éloquent. Au-delà de la criminalité, est-ce que vous y défendez? C'est une approche sociologique plus que sécuritaire dans la lutte contre le djihadisme au Burkina Faso. Pourquoi? Oui, au-delà de la criminalité, parce que pour nous, il était question de rompre avec les approches criminologiques qui ont induit pas mal d'États de la région vers des solutions strictement sécuritaires. Alors que quand on est plongé dans cette région-là avec les jeunes, discutant avec les communautés pendant plus d'un an, en étant sur le temps long, évitant les enquêtes one-shot, on se rend compte qu'il y a toute une jeunesse qui a des messages à faire passer au niveau de vulnérabilité socio-économique, au niveau des communautés et des réalités qui émergent du terrain qui ne sont pas perceptibles dans nombre d'études qui se sont seulement focalisées sur la dimension sécuritaire et qui, hélas, induisent certains gouvernements vers cette approche sécuritaire dont on parle. Au-delà de la criminalité ici, parce qu'il faudrait prendre en compte la dimension sociologique et culturelle du problème. Alors justement, on va aller plus en détail dans les enseignements et les recommandations de votre rapport, mais d'abord un mot peut-être juste sur votre travail. En quelques mots, comment est-ce que vous avez enquêté, où et avec quels appuis? Nous avons parlé à plus de 270 jeunes de la région. Nous avons mis à profit des séjours successifs dans cette région, 45 jours, puis un mois, plus d'autres séjours que nous avons menés lors d'un travail qu'on faisait sur le dialogue communautaire et la médiation dans le cadre du programme régional d'appui aux pays côtiers. Et donc, ça a été très utile pour nous de leur parler, de les écouter, de voir aussi qu'est-ce que les communautés pensaient réellement et quelle était leur perception du problème pour pouvoir traduire ça en recommandations qui puissent changer la démarche jusqu'ici adoptée qui est orientée vers le sécuritaire, malgré tous les efforts quand même du gouvernement béninois avec le Haut Commissariat à la sédentarisation et d'autres dispositifs. Mais il manque jusqu'ici ce côté communautaire, ce dialogue qu'il faut, à mon avis, renforcer afin d'avoir une approche holistique et de trouver des solutions durables face à ce phénomène. Concrètement, quels sont les facteurs sociologiques qu'on retrouve au Bénin et qui permettraient d'expliquer la montée des mouvements djihadistes? Les facteurs sont divers et changent selon les départements. Quand on est dans la Donga, on voit une forte dimension idéologique avec l'humanitaire religieux par d'autres mouvements financés de l'étranger. Quand on est dans l'Alibori, c'est d'autres facteurs comme les questions sur la terre, les questions foncières, les questions de chefferie locale, etc. Quand on est dans ces zones-là jusqu'à Malanville et allant vers la frontière avec le Niger. Quand on est dans l'Atakora, par contre, là, on retrouve des frustrations de la part de populations expropriées de leurs terres avec la gestion du parc. Et tous ces phénomènes enchevêtrés aujourd'hui font que les communautés ne se retrouvent plus dans les politiques menées sur le plan local et que les politiques nationales ne prennent pas en compte la dimension locale de ce phénomène-là. Et il nous a fallu, nous, faire cette écoute-là auprès des populations, sonder les perceptions afin de voir que finalement, quand on regarde au Bénin, on voit qu'il y a un enchevêtrement de facteurs avec des facteurs socio-économiques, faible capacité d'inclusion socio-économique et de frustration, mais par-dessus tout, la capacité des groupes extrémistes à instrumentaliser tous ces facteurs pour des fins de recrutement. Selon vous, est-ce que ce sont des facteurs qu'on retrouve en particulier au Bénin ou au fond, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les autres pays côtiers qui ont été frappés par des attaques, je pense à la Côte d'Ivoire, au Togo, et qu'on retrouve également plus au nord, au Sahel?
Nous sommes dans les mêmes réalités d'un débordement de l'épicentre sahélien à partir du Burkina Faso et qui touche ces pays-là. Mais la spécificité, c'est qu'on est dans une forme de localisation du djihad. Ce ne sont pas seulement des hordes de djihadistes venus de l'étranger. C'est des gens qui cherchent à avoir des couveuses locales au niveau de ces populations locales en instrumentalisant les conflits, mais aussi en instrumentalisant la manière dont certaines populations souffrent de stigmatisation, notamment les populations peules, mais aussi d'autres populations ostracisées. Et c'est de là que les groupes djihadistes tirent tout l'argumentaire pour le recrutement de jeunes frustrés, mais aussi se présentant de plus en plus comme les protecteurs de communautés ostracisées ou marginalisées. Vous dites dans ce rapport qu'il faut absolument éviter les erreurs commises au Sahel. Selon vous, est-ce qu'il faut lutter, combattre contre ces djihadistes? Est-ce qu'il faut d'abord dialoguer avec eux, ou au fond, est-ce qu'il faut faire un petit peu des deux en fonction des circonstances, et lesquelles d'ailleurs? Il faudra une approche mixte, c'est-à-dire il faut gérer les urgences sécuritaires. Elles sont là, ces urgences, avec des populations apeurées. Quand on nous raconte que des djihadistes sont venus dans notre village, on prêchait pendant 2 heures, on demandait qui avait de l'argent pour extorquer la zakat, etc. Il y a des urgences sécuritaires à gérer. Mais aussi, il faut se mettre sur le temps long en essayant aussi d'instaurer un dialogue communautaire. Ces communautés que nous avons sondées, ces communautés étudiées gardent encore des ressources endogènes en matière culturelle qui sont favorables au dialogue, à la médiation, et ces mécanismes endogènes de dialogue et de médiation, hélas, ne sont pas jusqu'ici utilisés à bon escient parce qu'on est trop focalisé à cause d'études focalisées sur la question criminologique à des solutions purement sécuritaires, au point de négliger ces mécanismes-là qui, à mon avis, devront être mis en place. Parce qu'au Sahel, quelle que soit la situation aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup fait sur le sécuritaire, mais en éliminant les cibles. Mais les cibles se régénèrent au fur et à mesure que les causes structurelles se régénèrent et que ces causes-là n'ont pas disparu. Et je pense qu'il ne faudrait pas commettre ces erreurs-là de la part des États côtiers, apprendre des erreurs du Sahel pour intégrer la dimension communautaire, la dimension du dialogue et la dimension de la médiation. Dernière question, Bakary Samb, les solutions que vous préconisez pour le Nord Bénin, de votre point de vue, est-ce qu'elles peuvent aussi s'appliquer de la même manière dans les pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Oui, c'est l'approche mixte, c'est-à-dire qu'il faut gérer autant les urgences sécuritaires, mais aussi s'appuyer sur les mécanismes endogènes de résolution de conflits, les questions de terre, les questions foncières, les questions de pâturage, etc. Cela peut se régler. Il y a encore des mécanismes qui sont au sein de ces communautés-là, il faudrait véritablement utiliser pour arriver à bout du terrorisme. Je crois que ce n'est pas par les kalachnikovs et par les armes qu'on vaincra le terrorisme. Si c'était possible, les Américains n'auraient pas fait 20 ans en Afghanistan et les Français plus de 10 ans au Sahel, alors que les groupes djihadistes n'ont pas disparu. Hélas, ils se sont multipliés. Peut-être encore une question, Bakary Samb. Est-ce qu'il vous semble que les gouvernants de ces pays puissent prêter une oreille attentive à ces recommandations, c'est-à-dire sortir du tout sécuritaire pour avoir davantage de dialogue avec les mouvements? Est-ce que c'est déjà ce qu'on est en train de voir à l'œuvre, ou au contraire pas du tout? Les autorités béninoises ont une très grande volonté lorsque le rapport leur a été envoyé avant sa publication. Et je crois que le Haut Commissariat pour la sédentarisation et les autres mécanismes que l'État a mis en place sont en train justement de sonder ces méthodes-là. Et aujourd'hui, on voit que des jeunes sillonnent ces départements de la Donga, de l'Atakora et de la Liborie pour mener des dialogues communautaires. L'État commence à les soutenir et je crois que c'est une piste qu'il faudrait davantage explorer pour une approche holistique et sortir du tout sécuritaire qui, à mon avis, va amener vers l'enlisement. Merci à vous, Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, également enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal. Merci à vous.